Et bonjour à toutes et à tous, installez-vous, on va vous amener à travers un voyage complet au cœur de l'actualité japonaise. Ça s'est passé au Japon, alors on en parle dans l'actu de Japanorama. Avant de commencer, merci à tous ceux qui écoutent l'émission en podcast ou qui en profitent sur YouTube, et on vous remercie de suivre notre aventure. Que ça soit sur les podcasts, Apple, Spotify ou Deezer, ou encore en activant la cloche ou en s'abonnant à YouTube, vous le savez, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre ce format. Merci à vous et à votre soutien. Et on le rappelle, l'actu de Japanorama, c'est du lundi au vendredi pour se délecter et de rien rater du Japon. Dans la revue de presse aujourd'hui, à Tokyo, dans un bar bondé à l'éclairage tamisé, Aki Hiroshima monte sur scène. Crête iroquoise dressée et veste rouge vif. 9 jours plus tôt, ce juriste de 63 ans déposait l'une des plaintes climatiques les plus ambitieuses jamais intentées au Japon. Pour lui, la musique et le droit ne sont pas deux mondes séparés, mais les deux font face à un même combat. Le mois dernier, Aki Hiroshima a rassemblé plus de 450 plaignants à travers le pays pour attaquer l'État japonais, qu'ils accusent d'une réponse gravement insuffisante face au changement climatique. Cette action collective vise à obtenir des dommages et intérêts et dénoncer une politique environnementale jugée incompatible avec la protection des droits fondamentaux. Ancien musicien punk devenu avocat, Shima voit dans cette procédure l'aboutissement d'un engagement de toute une vie. À la fin des années 70, adolescent, il est profondément marqué par le mouvement punk japonais, par son message frontal contre l'ordre établi. À l'époque, il est convaincu que le rock peut changer la société. Des décennies plus tard, cette conviction reste intacte même si les outils ont évolué. Sur scène, entre deux morceaux, il relie explicitement ses combats musicaux et juridiques. Il dénonce les modes de vie fortement émetteurs en carbone et leurs conséquences sur des populations qui en subissent les effets sans être responsables, notamment les habitants d'îles menacées par la montée des eaux. Pour lui, les principales victimes sont les générations futures privées d'un environnement viable. Cette parole engagée trouve un écho auprès de son public. Parmi les plaignants figure Kumiko Aoki, aide-soignante de 60 ans et administratrice de longue date. Elle explique avoir été touchée par la clarté des messages politiques portés par ses chansons, qu'il s'agisse de la paix, de justice sociale ou d'écologie. Comme les autres participants au procès, elle estime que l'inaction climatique du gouvernement viole le droit constitutionnel à la santé et une vie paisible. Le Japon s'est pourtant engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 60% d'ici 2035 et de 73% d'ici 2040 par rapport au niveau de 2013, avec un objectif de neutralité carbone à l'horizon du milieu du siècle. Des objectifs jugés insuffisants par les plaignants et par une partie de la communauté scientifique, qui les considère incompatibles avec les engagements internationaux et l'urgence climatique. Si les experts reconnaissent que les chances de succès juridique restent limitées, ils soulignent l'impact potentiel de ce type d'action sur l'opinion publique. Le procès s'inscrit dans une dynamique mondiale où la justice devient un levier pour contraindre les États à agir face au dérèglement climatique. Le parcours de Shima éclaire une démarche. Très jeune, il est marqué par la lecture du roman japonais Compound Pollution, qui dénonce les ravages de l'industrialisation et de la société de consommation. Il adopte alors un mode de vie radical, militant au quotidien contre la pollution, la pauvreté et la discrimination. Pendant des années, la musique reste son principal moyen d'expression, allant jusqu'à des performances provocatrices devant le Parlement japonais. À 41 ans, il opère toutefois un tournant. Constatant des limites de son influence artistique, il reprend des études de droit et devient avocat en 2010. Son premier procès climatique est déjà symbolique, allant jusqu'à désigner un ours polaire comme plaignant pour illustrer les effets du réchauffement global. Fidèle à son esprit punk, il continue de mêler engagement culturel et résistance, convaincu que les contestations peuvent encore prendre des formes nouvelles, même au cœur des institutions. Le Genki Damatsuri, c'était clairement le festival des annonces qui font lever un sourcil puis les deux. Et parmi les grosses surprises de l'événement concernant Dragon Ball, il y en a une qui a immédiatement mis la communauté en ébullition. L'annonce d'un tout nouveau jeu Dragon Ball, dévoilé sous le titre provisoire AGE 1000, avec une sortie prévue pour 2027. La révélation a eu lieu en présence d'Akio Iyoku, producteur exécutif de Dragon Ball, et de Misayuki Hirano, producteur chez Bandai Namco. Autant dire que quand ces deux-là montent sur scène ensemble, on sait qu'il ne s'agit pas d'un petit projet posé là par hasard. Le premier trailer volontairement mystérieux nous a surtout présenté un personnage totalement inédit, et pas n'importe comment. Ce nouveau héros a été conçu spécialement par Akira Toriyama, à la demande directe d'Akio Iyoku. Oui, Toriyama en personne. Le personnage arbore une tenue avec le logo de la Capsule Corporation, histoire de nous rassurer immédiatement. On est bien dans l'ADN de Dragon Ball. Et pour finir, le trailer en beauté, une petite transformation en Super Saiyan, comme pour dire « vous inquiétez pas, on n'a rien oublié ». Pour l'instant, impossible d'en savoir beaucoup plus sur ce protagoniste. Pas de nom, pas de rôle précis, pas de contexte détaillé, et c'est clairement volontaire. Mais Akio Iyoku a tenu à insister sur un point important. Akira Toriyama a été impliqué dans le projet,
Et pas juste un coup de crayon rapide, il aurait participé à la création du monde des personnages et de nombreux éléments visuels. Le jeu serait même, selon lui, le plus riche en décors et environnements jamais proposé dans un jeu Dragon Ball. Rien que ça. Le titre du jeu donne déjà une énorme indication sur ses ambitions. Age 1000 se déroulera durant l'an 1000 de l'univers Dragon Ball, soit plus de 200 ans après les événements que l'on connaît. Un saut temporel colossal qui permet enfin de respirer un peu côté scénario. Nouveau monde, nouvelles règles, nouveaux personnages, tout en conservant l'essence de la saga. C'est le terrain de jeu idéal pour raconter une histoire totalement originale sans marcher sur les plates-bandes de Goku, Vegeta et compagnie, même si leur héritage, lui, plane forcément quelque part. Évidemment, qui dit annonce très anticipée dit aussi beaucoup de zones d'ombre. Le genre de jeu reste inconnu, le gameplay n'a pas été évoqué et aucune plateforme n'a été confirmée. Bandai Namco et les producteurs ont clairement choisi la carte du mystère tout en confirmant une chose essentielle, Age 1000 sortira en 2027. Décidément, le Genki Damatsuri n'avait pas prévu de nous laisser respirer. Après l'annonce d'un nouveau jeu, oui, Dragon Ball Super revient encore une nouvelle série animée intitulée Dragon Ball Super Beerus. L'annonce a été faite avec du très lourd sur scène. Masako Nozawa, la voix légendaire de Goku, Akio Iyoku, producteur exécutif de la franchise, et surtout l'invité surprise qui a fait vibrer la salle, Koichi Yamadera, la voix japonaise de Beerus, lui-même. Autant dire que le dieu de la destruction n'est jamais vraiment loin quand il s'agit de faire trembler l'univers de Dragon Ball. Côté diffusion, c'est désormais officiel, Dragon Ball Super Beerus arrivera à l'automne 2026 sur Fuji TV au Japon. Et attention, on ne parle pas d'un simple recyclage. Cette nouvelle série propose une relecture ambitieuse de l'arc Battle of Gods avec un objectif très clair, moderniser, enrichir et sublimer ce moment clé de Dragon Ball Super. Toei Animation veut frapper fort, très fort, grâce aux technologies d'animation les plus récentes. Les scènes emblématiques et surtout les combats vont gagner en intensité et fluidité et en impact visuel. L'idée est aussi de se rapprocher encore davantage de la vision et de l'univers imaginé par Akira Toriyama. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand Akio Iyoku précise un point essentiel, ce n'est pas une version Kai. Dragon Ball Super Beerus proposera de nombreuses nouveautés, des scènes inédites, des séquences retravaillées, des ajustements narratifs, un nouveau doublage, mais aussi des musiques et effets sonores entièrement revus. En clair, même si vous connaissez Battle of Gods par cœur, cette version vous réserve des surprises. L'histoire, elle, nous ramène à une période de calme relatif. Quelques années après la défaite de Majin Buu, la Terre profite enfin d'un peu de paix. Mais forcément, dans Dragon Ball, le calme ne dure jamais vraiment longtemps. Quelque part dans l'univers, Beerus, le dieu de la destruction, se réveille d'un long sommeil. Une puissance si colossale qu'elle inquiète même Maître Kaio et les Kaio suprêmes. Intrigué par la rumeur d'un Saiyan ayant vaincu Freezer, Beerus décide de venir sur Terre pour rencontrer Son Goku. Et là, tout s'accélère. La menace est immédiate, la puissance de Beerus dépasse tout ce que Goku et ses amis ont connu jusqu'ici, et l'affrontement qui s'annonce met clairement l'univers entier en danger. Retour sur le Genki Damatsuri qui a mis tout le monde d'accord, parce que oui, c'est officiel, Dragon Ball Super continue et surtout l'arc Moro, aussi appelé l'arc de la patrouille galactique, va enfin être adapté en animé. Et pour beaucoup de fans, c'était presque devenu une légende urbaine. On l'espérait, on en parlait, mais on n'osait plus trop y croire. L'annonce est tombée sur scène avec Masako Nozawa, la voix mythique de Goku, et Akio Iyoku, producteur exécutif de la franchise Dragon Ball. Après avoir parlé de Dragon Ball Daima, du merchandising, de Dragon Ball Store, l'événement a basculé d'un moment très fort en émotion. Une vidéo spéciale a été diffusée pour célébrer les 40 ans de Dragon Ball et rendre hommage à Akira Toriyama. 5 minutes retraçant toute l'histoire de la saga de la naissance de Goku jusqu'à Super et Daima, avec des scènes iconiques remises en lumière grâce aux techniques d'animation modernes. Le tout accompagné d'une musique signée Hans Zimmer. Et puis à la toute fin de cette vidéo, un court teaser, quelques secondes seulement mais suffisante pour comprendre l'arc de Galactic Patrol arrive en animé. Pour ceux qui connaissent le manga, pas besoin de présentation. L'arc Moro, publié en France chez Glénat, est la suite directe de l'arc de la survie de l'univers, celui qui s'est terminé en animé en 2018. Pour les autres, on est sur un Dragon Ball qui prend une dimension encore plus cosmique. Un nouvel ennemi apparaît, Moro, un sorcier ancien capable d'absorber l'énergie des planètes et de leurs habitants. Une menace massive à laquelle Goku et Vegeta ne peuvent faire face seuls. C'est là que la patrouille galactique entre pleinement en jeu. L'univers s'élargit, les enjeux montent d'un cran et l'arc est souvent salué pour son ton plus sombre, son rythme et l'évolution des personnages. Le scénario est signé Toyotaro sous la supervision directe d'Akira Toriyama.
ce qui explique pourquoi cet arc est aussi apprécié par les lecteurs. Côté info concrète, on reste encore un peu sur notre fin, pas de date de diffusion, pas de trailer complet pour le moment. Akio Ioku s'est montré rassurant, promettant une production très soignée. Vu le niveau technique de Dragon Ball Daima, on peut raisonnablement espérer une animation à la hauteur de l'attente. Une première affiche a tout de même été dévoilée, mettant en avant Goku et Vegeta. Bref, après des années de silence, Dragon Ball Super revient vraiment et l'arc Moro pourrait bien marquer un nouveau tournant pour l'anime. Ça fait du bien d'avoir tout ça après autant d'attentes. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce lundi 26 janvier de 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast et n'oubliez pas, on se retrouve du lundi au vendredi. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky, Instagram et TikTok. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.